Merci à vous d'être ici ce soir et merci à l'Université populaire, en particulier à Françoise, ainsi qu'aux archives et aux personnes qui restent tard ce soir pour nous accueillir ici. Donc voilà, c'est la dernière session de ces 3 séances sur les printemps arabes et les femmes dans les printemps arabes. Donc pour ceux qui ne seraient pas forcément venus aux 2 autres, je me présente rapidement. Donc je suis doctorante en sciences politiques et j'écris une thèse sur le Yémen et plus particulièrement sur les mouvements de femmes au Yémen. Et donc j'ai parlé du Yémen justement il y a 3 semaines. Et ce soir, le cours porte sur l'Égypte, la révolution du 25 janvier 2011, donc il y a exactement 5 ans puisque nous sommes le 25 janvier. Et donc ce n'est pas mon sujet de thèse, donc ce que je vais présenter ici c'est préparé à partir de lectures et pas d'un travail de terrain. Et l'autre chose que je voulais dire aussi, c'est que comme pour le Yémen, l'idée ici, c'est d'essayer d'analyser la révolution à la genrant, c'est-à-dire en observant comment elle est construite par des relations de genre et comment, à son tour, elle est le lieu de reconfiguration des relations de genre, donc des relations entre les femmes et les hommes, mais aussi des attitudes et des pratiques. Pour analyser ces dynamiques, et donc, comme on en avait discuté déjà dans les 2 précédents cours, il paraît important de prêter attention pas seulement à la présence des femmes, point sur lequel en général on revient, est-ce qu'il y a des femmes ou pas, mais aussi à la division sexuée des tâches militantes, l'existence de revendications spécifiques et aussi l'existence de formes de répression spécifiques vis-à-vis des femmes. Alors en préparant ce cours, j'ai lu un entretien de Lila Aboulourod, qui est une anthropologue américaine qui a écrit de nombreux ouvrages, et en particulier Sentiments voilés, qui est un très beau livre sur une communauté des Aoulad Ali, donc une communauté bédouine en Égypte. Donc un entretien de Lila Aboulourod avec Rabab al-Mahdi, qui est une politiste égyptienne qui enseigne à l'université américaine du Caire. Et dans cet entretien, Aboulourod critique la manière dont les médias occidentaux ont semblé obsédés, d'après elle, avec la question du rôle des femmes dans la Révolution. Et elle pose la question à Mahdi, qui dit que pour elle, cette question des médias occidentaux, sur le rôle des femmes, je cite Mahdi, cette question présuppose que les femmes étaient en quelque sorte en sommeil ou passives. Nous voulons savoir comment elles sont devenues soudainement actives dans la Révolution. Cela ne prend pas en compte le rôle que les ouvrières ont joué dans les mobilisations de travailleurs depuis 2006, le rôle des militantes dans les mouvements pro-démocratie et anti-guerre depuis 2003 et leur présence constante dans le mouvement étudiant, simplement pour donner quelques exemples. Fin de la citation donc, de Mahdi. Elle souligne aussi combien parler des femmes égyptiennes comme une seule catégorie, sans donner de précision sur leur classe sociale, leur appartenance politique ou leur âge, est profondément réducteur. Et c'est donc avec ces mises en garde en tête que je vous propose cette lecture de la révolution égyptienne ce soir, comme un mouvement social genré, en prenant en compte donc l'histoire des mobilisations des femmes et en essayant de mettre en lumière la complexité des identités et des positions que recouvre l'étiquette femme égyptienne. Et donc je chercherai et j'essaierai de situer socialement les femmes dont il est question aujourd'hui autant que faire se peut. Et donc puisqu'il paraît important de rappeler que les femmes ne se sont pas réveillées soudainement en 2011, mais qu'elles sont depuis très longtemps mobilisées et militantes en politique et dans le domaine social, il me semblait important, dans une première partie, de revenir aux sources du mouvement féministe égyptien, en particulier avec la contribution des femmes au mouvement anticolonialiste et ce qu'on appelait la Révolution de 1919, avant de, dans une deuxième partie, parler davantage, bien sûr, de la Révolution de 2011, puisque c'est quand même ce qui nous intéresse ce soir,
en rappelant un petit peu quelques-uns des mouvements sociaux qui la préfigurent, rappeler la présence des femmes, s'intéresser à la division sexuée des tâches et des revendications spécifiques dans la mesure donc, du possible, puisqu'encore une fois, ce n'est pas un travail de terrain, mais je pars de lecture, et donc je pars aussi de ce qui est disponible dans les écrits actuellement. Et enfin, dans une troisième partie, je parle un petit peu du retour à l'ordre sexuel et politique, donc ce qu'on peut appeler une sorte de contre-révolution, et donc des attaques finalement sur les révolutionnaires et les femmes en particulier. Donc pour cette première partie, on va revenir un petit peu aux sources du mouvement féministe égyptien. Et on va repartir assez loin, puisqu'on va partir fin du 19e, quand des écrits commencent à donner à voir une prise de conscience des femmes, là plutôt des classes sociales aisées, une prise de conscience d'une communauté de destin, d'une communauté des conditions de vie auxquelles elles sont confrontées. Alors bien sûr, ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas une prise de conscience des femmes paysannes, mais là on parle vraiment des écrits, et donc les écrits qu'on a sont des écrits des femmes des classes aisées qui sont éduquées et qui peuvent écrire. Donc un exemple, c'est Aïcha Teymour, qui est une femme de lettres issue de l'aristocratie, qui publie en 1892, qui publie de nombreux ouvrages, mais notamment en 1892 un ouvrage intitulé Miroir de la contemplation, dans lequel elle discute du mariage et de ses difficultés. Et d'après la politiste Mervat Hatem, Aïcha Teymour est, je cite, « la première femme musulmane à essayer de discuter les droits des hommes sur les femmes et vice-versa, selon les versets coraniques ». Fin de la citation. Donc elle s'attaque notamment à la séclusion domestique des femmes, et là, je précise que donc elle vient d'une famille aisée et que la séclusion domestique est plutôt spécifique aux classes aisées, puisque les femmes des classes populaires en zone rurale travaillent dans les champs et donc ne restent pas spécialement à la maison. Par ailleurs, des vies et des faits de femmes célèbres sont mis en lumière à travers les ouvrages de deux Libanaises installées en Égypte, Mayam An-Nahas et Zainab Fawaz, qui publient toutes les deux des dictionnaires biographiques de femmes. Par ailleurs, cette même Zainab Fawaz va écrire un article à propos du droit de vote. Donc c'est en 1892, et en réaction à un article qui s'attaque au droit de vote des femmes, qui commence alors à être débattu en Angleterre, et donc un article qui s'attaque à ce droit à partir d'arguments religieux et essentialistes, donc la nature voudrait ceci ou cela. Donc en attaque à cet article, Zainab Fawaz publie un article dans le journal du Nil où elle écrit, je cite, « Nous n'avons vu aucun des systèmes légaux divins ou aucune loi issue du corpus de la loi religieuse, donc dans l'islam, décrétant que la femme devrait se voir interdire l'engagement dans les occupations des hommes. La nature n'a rien à voir avec cela. La femme est un être humain comme l'homme, avec un jugement et des capacités mentales complètes. » Fin de la citation. On peut aussi citer les salons, et en particulier les salons littéraires, qui commencent à émerger aussi donc la fin du 19e. Donc, encore une fois, chez des femmes des classes supérieures, donc notamment la princesse Nazli Fazil, qui parle couramment turc, arabe, français et anglais, et qui va créer un salon auquel contribue, qui est fréquenté par des intellectuels et des hommes politiques, donc une situation de mixité entre cette femme et les hommes qui participent à son salon. On peut aussi citer Eugénie Lebrun, qui est donc une Française convertie à l'islam et mariée à un Égyptien, et qui va créer un salon de femmes, où des femmes commencent à débattre collectivement de questions spécifiques aux femmes, et qui va notamment être fréquenté par Houda Sha'rawi, qui est une femme de la haute société et qui va devenir par la suite une des plus grandes féministes égyptiennes. Et donc elle devient amie intime de Eugénie Lebrun, qui est beaucoup plus âgée qu'elle et qui est une sorte de mentor pour Houda Sha'rawi. On peut aussi citer la création de journaux par des femmes plutôt de la classe moyenne, comme Hind Naufal, qui est la fille de la biographe Mariam An-Nahas dont j'ai parlé tout à l'heure, et qui inaugure la presse féminine en 1892 en lançant le journal Al-Fatah, donc la jeune fille. Elle souhaite ainsi s'adresser aux dames égyptiennes et, je cite, « défendre leurs droits, rendre compte de leur littérature et s'enorgueillir de publier le meilleur de leur travail ».
Donc pour l'historienne Sorbera, il s'agit ici d'une forme de féminisme invisible. Et donc il n'y a pas encore d'organisation spécifique, mais il y a vraiment une prise de conscience féministe, ainsi qu'une prise de parole de l'espace public. Et ces femmes ne vont pas se contenter donc, de prendre la parole, elles vont aussi devenir militantes de manière beaucoup plus active, et là dans le mouvement anticolonialiste. Donc pour revenir un petit peu sur l'histoire, donc l'Égypte était sous domination ottomane à partir de 1517. Ça devient un Rediva, donc une province semi-autonome, on va dire, en 1867. Et donc l'Égypte, sous le Redive Ismail Pacha, est de plus en plus endettée auprès des banques européennes. Et donc se retrouve en situation de dépendance. En 1875, Redive Ismail Pacha vend la part égyptienne du canal de Suez au gouvernement britannique. On va avoir donc des postes clés du gouvernement égyptien qui vont se retrouver aux mains des Français et des Britanniques dans un premier temps, et après principalement des Britanniques, et surtout entièrement des Britanniques. Et donc c'est vraiment une ingérence britannique qui se met en place dans les affaires égyptiennes, et les Égyptiens vont se révolter contre cela. Donc il y a des premiers mouvements nationalistes qui se forment, ou anti-impérialistes. Ils se forment en 1879, notamment autour de Ahmed Orabi, donc c'est connu comme la révolte d'Ahmed Orabi, et c'est violemment réprimé par la France et la Grande-Bretagne, qui interviennent militairement, bombardent Alexandrie et font déposer le Redive Ismail Pacha pour le remplacer par son fils Tawfiq. Les Britanniques donc, occupent le pays militairement et en 1914 imposent leur protectorat sur l'Égypte. Je ne peux pas m'empêcher de souligner avec un peu d'ironie ce terme de protectorat, puisque donc, il venait juste de bombarder Alexandrie. Donc, on reviendra sur cette question de la protection après et du choix de ces termes. Et donc à la fin de la Première Guerre mondiale, les Égyptiens à nouveau revendiquent leur indépendance de manière plus véhémente, notamment donc, autour du nationaliste Saad Zarloul, qui fonde le WAFD, donc le WAFD al-Misri, la délégation égyptienne. Et les autorités britanniques déportent Saad Zarloul et d'autres autres leaders à Malte le 8 mars 1919. Donc, dès le lendemain, un grand mouvement s'organise dans tout le pays, des manifestations, des grèves, etc., qui sont réprimées violemment, le protectorat toujours. Et le 16 mars, notamment, donc, il y a entre 150 et 300 femmes de la haute société égyptienne, notamment Safia Zarloul, donc, qui est une militante du WAFD, qui est par ailleurs l'épouse de Saad Zarloul, mais encore Houda Sha'rawi, dont je parlais tout à l'heure, qui se trouve être également l'épouse d'un leader nationaliste, Ali Sha'rawi. Donc une photographie de cette première de cette manifestation du 16 mars 1919, donc de ces femmes de la haute société qui manifestent au Caire pour dénoncer la violence de la répression britannique, ainsi que l'arrestation et la déportation des leaders nationalistes. Alors cette manifestation embarrasse un petit peu les Britanniques, et notamment le commandant de police britannique Thomas Russell. Et d'ailleurs, celui-ci écrit dans une lettre à son fils qu'il n'a rien trouvé d'autre à faire que de les laisser attendre longtemps au soleil en espérant qu'elles se découragent. Et il laisse entendre qu'il a un petit peu encouragé les policiers aussi à les insulter si possible. Il utilise un vocabulaire tout à fait paternaliste, il dit les dear things. Bon, si on traduit littéralement chères choses, mais je pense que c'est plutôt l'idée des chères petites. Et on comprend bien qu'il se rend compte qu'utiliser la force contre des dames de la haute société égyptienne, il les appelle aussi ladies, donnerait quand même une mauvaise image à l'armée britannique. Il faut noter que de telles précautions vis-à-vis des femmes ne tiennent plus du tout quand il s'agit des femmes des classes populaires, car celles-ci n'organisent pas de manifestations séparées. En fait, elles vont manifester également, mais elles manifestent aux côtés des hommes, donc dans des manifestations mixtes, et elles vont subir la répression violente des Britanniques au même titre que les hommes. Donc il y a des femmes qui meurent donc sous les balles britanniques, notamment Hamida Khalil,
donc qui serait, selon l'historienne Margot Badran, la première femme martyre. On peut citer d'autres noms comme ceux de Shafiqa Mohamed, Fatima Riyad, Aïcha Omar, Najia Saïd Ismail. Donc en fait, on voit ici que les femmes des classes populaires et celles des femmes des classes supérieures se mobilisent de manière différente, avec des modalités différentes et ne subissent pas le même type de répression. Cependant, il y a quand même une solidarité entre ces femmes interclasses, si je puis dire, puisque si on connaît ces noms, apparemment, d'après l'historienne Margot Badran, c'est parce que Sha'rawi, donc Houda Sha'rawi et d'autres femmes ont cherché à collecter le nom des martyrs, et donc pour qu'on garde un souvenir. Donc il y a 800 morts pendant cette révolution de 1919, mais j'ai pas pu trouver le nombre de femmes victimes. Et par ailleurs, bien sûr, il y a d'autres activités militantes qui sont entreprises par des femmes. Donc les femmes organisèrent le boycott des produits britanniques, elles écrivent des pétitions, elles font circuler des pamphlets, donc notamment les étudiantes de l'école de Fissania. Elles participent au sabotage des lignes de chemin de fer aussi. Bref, en d'autres termes, les femmes participent pleinement à la révolution de 1919. Et pourtant, la victoire, puisque victoire il y a, donc en effet l'indépendance de l'Égypte est proclamée le 22 février 1922, cette victoire est une déconvenue pour les féministes, car aux élections de 1924, où Saad Zarloul va être élu, donc il va devenir, qui va le rendre Premier ministre, ces élections, donc les femmes n'y participent pas. Et donc, effectivement, la Constitution d'avril 1923, les droits politiques, les droits de vote ne sont pas accordés aux femmes. Et donc, ces femmes de milieux aisés, déjà militantes, déjà engagées, vont comprendre qu'elles n'ont plus rien à attendre, en quelque sorte, de l'Égypte indépendante, et qu'il faut qu'elles se mobilisent, qu'elles s'organisent, et ce qu'elles vont faire. Et donc, ça serait le 16 mars 1923, donc en lien avec, on rappelle du 16 mars donc, 1919 avec la manifestation. Donc, le 16 mars 1923 qu'est créée l'Union féministe égyptienne. Et donc là, je reviens quand même sur ce terme de féministe, parce que c'est la première fois que ça apparaît vraiment clairement. Donc en arabe, c'est Ittihad al-Nisa'i al-Misri. Et donc Nisaï, ça peut vouloir dire féminine ou féministe, mais là, les femmes qui créent cette union traduisent le nom en français et traduisent par féministe. Donc c'est clairement affiché. Toujours l'historienne Margot Badran, sur laquelle je me fonde beaucoup parce qu'elle a écrit un très beau livre sur ce féminisme du début du siècle en Égypte. Elle rappelle que le terme de féminisme apparaît aux États-Unis dans les années 1910, et donc avec cette apparition dans l'espace public du terme féministe en 1923 en Égypte, on voit qu'on est dans un moment assez proche de ce qui se passe aux États-Unis, en France ou en Angleterre. Donc les 11 membres fondatrices sont principalement issus des familles de grands propriétaires terriens, comme Houda Sha'rawi, qui devient la présidente. En mai 1923, l'Union féministe égyptienne envoie une délégation au congrès de l'Alliance internationale des femmes pour le suffrage à Rome. Et donc là, on voit à nouveau des liens avec des femmes justement européennes et américaines, par exemple, qui elles aussi se militent pour le droit de vote. Alors l'Union féministe égyptienne en fait milite pour d'autres choses aussi, bien sûr. Elle publie d'ailleurs des revendications qui touchent aussi la souveraineté complète de l'Égypte, parce qu'en fait, même si l'Égypte a été proclamée indépendante, il y a encore des troupes britanniques, ainsi que des revendications sociales et économiques. Je ne vais pas trop m'attarder, je tiens quand même à préciser qu'en 1933, des Égyptiennes, donc de l'Union féministe égyptienne, vont accompagner des féministes françaises en France, dans le Midi, pour faire un tour du Midi, pour faire des rallyes, des campagnes, pour demander le droit de vote.
et donc voilà, une action des féministes égyptiennes en solidarité avec les féministes françaises pour aider les Françaises à obtenir le droit de vote. Je trouvais ça intéressant comme exemple de solidarité. Et donc, je vais maintenant aller un petit peu plus rapidement pour qu'on puisse parler quand même de 2011. Le droit de vote des femmes sera finalement obtenu en 1956 sous Nasser. Donc, pour rappel, hein, c'est en 1952, les officiers libres prennent le pouvoir, ils vont proclamer une république, promulguer une constitution. Et Nasser donc, devient président de l'Égypte en 1954. Et donc en 1956, les femmes obtiennent le droit de vote, et ainsi que sous Nasser, sous le régime nassérien, de nombreux droits socio-économiques, donc un accès à l'éducation qui va vraiment augmenter. Par exemple, dans les débuts des années 50, les femmes représentent 7,5% des inscrits à l'université. En 1970, elles représentent 40%. Merci. De même, hein, les femmes ont plus accès à l'emploi formel. Donc on passe entre 61 et 69, le pourcentage des femmes employées dans l'économie formelle augmente de 31%. Donc on voit des droits sociaux et économiques clairement améliorés sous Nasser. Néanmoins, le féminisme indépendant va en quelque sorte devenir beaucoup plus silencieux. Donc il y a une dissolution, donc l'association l'Union des femmes égyptiennes est dissoute, l'association Bint al-Nil, donc une autre association féministe aussi, et la loi donc 384 qui impose un contrôle gouvernemental sur toutes les institutions de la société civile. C'est ce qu'on appellera le féminisme d'État, avec cette idée que le mouvement féministe indépendant va devoir être beaucoup plus silencieux, mais qu'il y a néanmoins des vraies avancées pour les femmes, donc sur les plans sociaux et économiques en particulier. Sous Sadat, donc entre 70 et 80, donc il va y avoir une politique néolibérale donc complètement inverse. Donc la politique économique est totalement différente de celle de Nasser, avec une réduction des investissements publics et une réduction des programmes sociaux en matière d'éducation et de santé. Et donc les femmes vont être les premières à faire les frais de cette politique néolibérale. Je ne vais pas donner trop de détails sur ce qui se passe sous Moubarak, parce qu'on va un petit peu discuter de la répression sous Moubarak en parlant de la révolution. Simplement peut-être revenir sur la loi, sur deux lois en fait. Il y a une loi en 79 donc sous Sadat et une loi en 84. Une loi en 2000 aussi sur le statut personnel qui vont être qui vont répondre à des revendications des mouvements féministes, mais qui vont être soutenues par à chaque fois la femme du président, donc Jihan Sadat et Suzanne Moubarak, et qui vont à cause de cela être critiquées en fait, parce qu'on va commencer, une partie de la population va associer finalement la défense des droits des femmes aux femmes des présidents et donc au régime. Parce que, notamment à partir de 2003, avec le Conseil national des femmes, 93, qui entre en compétition avec les organisations de femmes et qui va essayer de s'arroger un peu le monopole de la défense des droits des femmes. Voilà, donc je m'excuse, c'était peut-être un peu long comme préambule historique, mais il me semble que c'était important de rendre hommage à la richesse et au dynamisme du mouvement féministe égyptien et du mouvement des femmes égyptiennes avant 2011 pour se rendre compte à quel point il y a une longue histoire derrière les femmes qui prennent la parole aujourd'hui. Et de même sur cette question de la révolution de 2011 comme un mouvement social genré, on va revenir sur les prémices d'abord de la révolution, une nouvelle fois, pour rappeler la présence des femmes dans les mouvements précédents, donc les mouvements qui préfigurent en quelque sorte la révolution. Donc
il y a des premiers mouvements, donc, dans la citation de Rabab al-Mahdi, hein, elle fait référence au mouvement anti-guerre de 2003 quand les États-Unis attaquent l'Irak. Donc effectivement, c'est à ce moment-là qu'il y aurait eu la plus grande manifestation sur la place Tahrir avant 2011, enfin une des plus grandes en tout cas. Et c'est le début en fait, d'un mouvement de protestation qui va ressurgir sur le devant de la scène à l'été 2004, un moment où on commence à craindre que Hosni Moubarak cherche à transmettre le pouvoir à son fils Gamal Moubarak. Et donc un mouvement de protestation s'amplifie. Ça va s'appeler le mouvement Kefaya, donc Kefaya ça suffit, basta. Ils vont organiser notamment le premier rassemblement qui demande expressément le départ du président le 12 décembre 2004. Et lors de la campagne pour le référendum de 2005, ce mouvement donc, Kefaya organise des manifestations qui exigent donc la fin de la loi de l'état d'urgence, parce que, oui, j'ai oublié de le rappeler, mais l'Égypte a vécu sous état d'urgence, à partir de, alors avec des moments d'interruption à partir de 58, mais surtout sans interruption depuis entre 81 et 2012. Donc l'état d'urgence reconduit tous les 2 ans. Ça donne à réfléchir, je pense qu'on a des choses à apprendre de l'Égypte. Donc 2005, voilà, Kefaya revendique, demande l'annulation de la loi de l'état d'urgence et des lois qui restreignent les libertés plus largement. Et ces manifestations sont réprimées violemment. Les femmes font l'objet d'attaques, et les femmes font l'objet d'attaques spécifiques d'ordre sexuel. Donc je vais vous lire un récit de l'écrivaine Ardaf Soueif. Quand des mouvements de protestation populaire commencèrent à atteindre les rues égyptiennes, alors que le gang de Hosni Moubarak travaillait à truquer les élections parlementaires de 2005, le régime a riposté. Pas seulement avec les habituels conscrits de la sécurité centrale, mais avec une innovation. Des milices de voyous forts et entraînés. Ils frappèrent les hommes, mais ils agrippèrent les femmes, déchirèrent leurs vêtements et les frappèrent, tout en leur imposant des attouchements sexuels en même temps. L'idée était d'insinuer que les femmes qui prenaient part au mouvement de contestation de la rue voulaient être peloutées. Donc on voit que femmes et hommes sont frappés, mais que les femmes sont en plus soumises à des attouchements sexuels et avec l'idée de s'attaquer davantage à leur dignité. Alors, elle fait référence ici, j'ai traduit de l'anglais parce qu'elle écrit en anglais par voyou. En Égypte, on parle de baltaghi, et en gros, c'est l'idée d'hommes de main qui sont recrutés par la police. On peut traduire par voyou, c'est presque une forme de mercenariat, d'hommes qui sont payés par la police pour frapper des manifestants. Un autre exemple des mouvements qui préfigurent un petit peu la révolution, c'est les grèves de 2006 et 2007, et notamment les grèves à Al-Mahla Al-Kubra, donc c'est une ville du delta du Nil, et donc dans une usine textile, qui est une entreprise publique, c'est la plus importante entreprise industrielle du secteur public. Et donc en 2006, en décembre, ce sont les ouvrières en fait, qui vont lancer le mouvement. Donc un universitaire, Joel Beinin, je crois, nous le raconte, donc je cite. « La production fut stoppée lorsqu'environ 3000 ouvrières quittèrent leur poste. Elles allèrent jusqu'aux sections de filage et tissage, où leurs collègues masculins n'avaient pas encore arrêté leur machine, et elles arrivèrent en scandant « Où sont les hommes? Voilà les femmes !» Honteux, les hommes se joignirent à la grève. Donc le même auteur cite des hommes qui témoignent auprès de lui qui ont participé à cette grève et qui soulignent dans leur témoignage l'activité des femmes dans le mouvement. Il y en a un qui dit notamment « Les femmes étaient plus militantes que les hommes. Alors qu'elles étaient en but aux menaces et aux intimidations de la sécurité, elles ont tenu bon. » Donc un hommage à ces femmes, et je précise qu'il ne s'agit pas d'une exception. Dans la grève de 2007, dans une entreprise textile aussi de Talra, c'est aussi, dans cette usine, il y a 3/4 de femmes, et elles vont mener une grève de 2 mois.
Donc, pour rappeler un petit peu l'importance des femmes dans ces mouvements ouvriers aussi. Et puisqu'on parle du mouvement ouvrier, il y a aussi donc bien sûr le mouvement qui va partir du 6 avril 2008. Donc en fait, il y a des ouvriers et ouvrières de cette ville de Al-Mu'alla al-Kubra qui prévoyaient un mouvement de grève le 6 avril 2008. Et en soutien, des activistes vont lancer un groupe Facebook en appelant à manifester et à soutenir ces grèves. Et ça va devenir le mouvement de la jeunesse du 6 avril qui va jouer ensuite un rôle dans la Révolution. Et dans les premiers activistes donc, qui fondent ce groupe, on compte Ahmed Maher et aussi une femme, Isra Abdel Fattah, qui sera en l'occurrence emprisonnée pendant 2 semaines suite à son implication dans ce mouvement de soutien à la grève du 6 avril. Donc on voit à la fois des revendications sociales et économiques, hein, les mouvements ouvriers donc sur des questions de salaire, d'inflation, etc. Et aussi des revendications politiques sur la fin de l'état d'urgence, la fin du règne de Moubarak, etc. Et on voit aussi bien sûr que les femmes donc, sont présentes dès le début de la Révolution. Et l'exemple important, c'est Asma Mahfouz, qui est membre justement de ce mouvement du 6 avril, le mouvement de la jeunesse du 6 avril. Donc c'est une jeune femme de 26 ans à ce moment-là, elle est éduquée et elle a un BA en administration business. Et elle va annoncer qu'elle ira place Tahrir, et elle annonce ça sur Facebook. Donc bien sûr, c'est dans le contexte de la révolution en Tunisie, de personnes en Égypte qui s'immolent, en référence à Mohamed Bouazizi en Tunisie. Et donc une première fois, elle va poster sur Facebook, voilà, je vais sur la place Tahrir, j'attends pas, j'y vais maintenant. Et elle raconte que elle se retrouve avec 3 autres militants et beaucoup de police. Et donc le 18 janvier 2011, elle poste une vidéo où elle raconte ce premier rendez-vous et elle déclare qu'elle viendra à nouveau sur la place Tahrir le 25 janvier. Donc là, bien sûr, il y avait d'autres personnes qui appellent à manifester et à se rassembler sur la place Tahrir le 25 janvier. Le 25 janvier parce que c'était un jour férié, c'est en plus le jour de la police. Donc c'est intéressant pour manifester contre l'état d'urgence et contre la répression, entre autres. Et donc, je vais vous montrer cette vidéo. Alors, je suis désolée, je n'ai pas eu le temps de traduire en français, donc il y a des sous-titres en anglais. Et je vais vous montrer juste un petit extrait. 4 مصريين ولعوا في نفسهم من الذل ومن الجوع ومن الفقر ومن البهدلة اللي شايفينها بقالهم 30 سنة. 4 من المصريين ولعوا في نفسهم، قالوا يمكن يحصل زي اللي حصل في تونس، يمكن نبقى بلد حرة، بلد فيها عدل، بلد فيها كرامة، بلد الإنسان فيها إنسان بجد، مش عايش كحيوان. النهاردة واحد منهم مات وأعلنوا موته. لقيت كل الناس واقفة بتقول لا حول ولا قوة إلا بالله، ده مات كافر، ده مات عايز شهرة. يا جماعة حرام عليكم. أنا نزلت وكتبت إن أنا بنت وهنزل ميدان التحرير وهقف لوحدي وهرفع يافطة يمكن الناس تحس، وكتبت رقم يمكن الناس تنزل. محدش نزل إلا 3 شباب، محدش نزل إلا 3 شباب و3 عربيات أمن مركزي، وكان الباقي جاي في السكة، وعشرات من البلطجية وظباط، وكانوا جايين بمنتهى الرعب. فضلوا يتكلموا معانا، بعدونا عن الناس يمكن بقسوة شوية، بس أول لما انفردوا بينا قعدوا يقولوا لنا حرام عليكم، كفاية، إحنا منكم، إحنا من الشعب، الناس اللي ماتوا دول عندهم حالة نفسية، حالة نفسية حرام بقى، كفاية، اللي بيحصل ده كفاية. كل الجرايد وكل حاجه تبع الحكومه، اي حد بيموت من البهدله والقرف اللي احنا عايشين فيه يتقال ان هو مات كده علشان عنده اختلال ولا مشكله نفسيه يروح عند مجلس الشعب. انا بس بصور لكم فيديو عشان اقول لكم رساله واحده، عايزين ننزل يوم 25 لو لسه عندنا كرامه ولسه عايزين نعيش كانسان وكبني ادمين في البلد دي، لازم ننزل يوم 25. هننزل نطالب بحقنا
حقنا كبني ادمين، مش هقول لكم حقنا كسياسيين ولا عايزين ولا مجلس شعب ولا رئيس ولا اي زفت من الكلام ده كله، عايزين حقنا، مش عايزين اي حاجه ثانيه. الحكومه دي كلها بقت بايظه، رئيس فاسد والدنيا بايظه وامن دوله بايظ. الناس دي ما خافوش من الموت وخافوا من امن الدوله، خافوا من الفساد. تخيلوا انتوا برضه كده هتموتوا نفسكم ولا انتوا مش درانين؟ انا هنزل يوم 25 من دلوقتي لحد 25 هنزل اوزع بيان على كل واحد في الشارع، ومش هولع في نفسي. لو الحكومه عايزه تولع فيا تيجي تولع، وكل واحد في البلد دي شايف نفسه راجل يبقى ينزل. لو كل واحد في البلد دي بيقول البنات اللي بتنزل مظاهره بتتبهدل وما يصحش ان هي تنزل وحرام، يخلي عنده نخوه ورجوله وينزل يوم 25. كل واحد بيقول العدد هيبقى نازل قليل ومفيش حاجه هتحصل، عايز اقول له انت السبب في اللي احنا فيه. ايوه انت السبب، وانت مدان زيك زي الريس، زي اي فاسد، زي اي ضابط بيضربنا وبيبهدلنا. انت السبب. نزولك معانا هيفرق، ومش بيفرق حاجه بسيطه، لا بيفرق كتير. كلامك مع جيرانك ومع صحابك ومع زمايلك ومع اهلك، وانك تشجعهم ان هم ينزلوا، حتى لو هتنزلوا في منطقه مش في ميدان التحرير ولا قدام اللازغلي ولا في اي حته، بس تنزلوا تسجلوا موقف وتقولوا. Ce qui est intéressant, il me semble, c'est qu'elle s'approprie le langage de la protection. Elle dit notamment que celui qui... Et elle reprend aussi cet argument, donc on a vu que les femmes font l'objet d'une répression spécifique de ces voyous payés par la police. Et donc, on pourrait, enfin voilà, il y a l'argument qui dit que les femmes ne devraient pas manifester pour ne pas s'exposer à ces risques-là. Et elle va le retourner en disant, si vous pensez ça, venez nous protéger. Donc elle dit que celui qui dit que les femmes ne devraient pas descendre dans la rue parce qu'elles vont se faire battre, qu'ils se montrent honorables et virils et qu'ils viennent avec moi le 25 janvier. Elle dit aussi, si vous êtes un homme d'honneur et digne, venez et protégez-moi ainsi que d'autres filles qui protestent. Si vous restez à la maison, alors vous méritez tout ce qu'on vous fait et vous serez coupable devant votre nation et vos gens et nos gens. Vous serez responsable de ce qui nous arrive à nous qui sommes dans la rue. Donc ça fait un petit peu rappeler, ça fait aussi penser donc à ces grévistes qui disent où sont les hommes aussi les femmes. Donc il y a cette idée de moi, une jeune femme de 26 ans, je vais dans la rue, donc venez aussi, parce que si moi j'ai le courage de le faire, pour avoir de l'honneur vous devez venir aussi. Et donc cette vidéo va être extrêmement populaire et donc on considère souvent que ça a contribué au succès du 25 janvier. Donc on voit que les femmes sont présentes dans les mouvements qui préfigurent la Révolution et elles sont présentes donc dès l'organisation du mouvement. Alors combien sont-elles évidemment pendant les manifestations et les campements sur la place Tahrir? C'est difficile à dire, mais selon l'anthropologue Shirin Hafez, elle représenterait 20 à 50% des occupations de la place Tahrir pendant les 18 jours de la Révolution. Donc les 18 jours, c'est-à-dire entre le premier rassemblement, le rassemblement inaugural du 25 janvier, jusqu'au départ de Moubarak le 11 février. Donc une présence considérable, et ce malgré cette fameuse stratégie d'attaque spécifique menée par le gouvernement contre les femmes, que les manifestantes craignaient. La journaliste Mouna Al-Tahawi fait d'ailleurs état des conseils qui avaient été échangés par des manifestantes, par des militantes pour aller sur la place, comme le fait de porter 2 couches de vêtements ou d'éviter des vêtements avec des fermetures éclairs, donc avec l'idée que si on essaye donc des baltagis, des voyous essayent de vous arracher les vêtements, vous auriez une autre couche de vêtements dessous. Alors outre ces attaques du gouvernement, les femmes pouvaient aussi craindre le harcèlement sexuel typique des places publiques, puisque place Tahrir, il y avait beaucoup de monde. Et là quand je dis ça, alors c'est vrai que le harcèlement sexuel en Égypte a été très médiatisé, aussi parce que c'est un travail des militantes égyptiennes qui ont beaucoup porté l'attention sur ce problème.
mais c'est pas spécifique à l'Égypte. Je pense que juste les femmes égyptiennes sont arrivées à faire en sorte qu'on en parle plus. Et donc juste pour remettre les choses un peu dans leur contexte, je rappelle qu'en France, donc en avril dernier, en 2015, le Haut Conseil à l'égalité entre les femmes et les hommes a sorti un rapport qui dit que 100% des utilisatrices des transports en commun a été harcelée au moins une fois dans sa vie dans les transports en commun. Et en plus, dans plus de la moitié des cas, la première agression s'est faite quand elles avaient moins de 18 ans. Donc pour remettre les choses en perspective et pas se dire que c'est les méchants égyptiens qui harcèlent, non. Les Français, les femmes sont harcelées en France aussi, malheureusement. Donc, alors que les femmes pouvaient craindre ce harcèlement sexuel, qui est assez classique dans des lieux publics, de nombreux témoignages attestent que de manière étonnante, donc pour un tel rassemblement, aucune attaque de ce type n'a été reportée pendant ces 18 jours. Donc je reprends à nouveau le témoignage de l'écrivaine Arda Sloyev, qui raconte sa révolution dans un livre qui s'appelle Cairo, My City, Our Revolution, donc le Caire, ma ville, notre révolution. Et donc elle écrit, je cite, « La révolution est arrivée et avec elle est venu l'âge de la chevalerie. L'un des aspects les plus remarquables du comportement dans les rues et les places pendant les 18 jours de la révolution égyptienne a été l'absence totale de harcèlement. Soudain, les femmes étaient libres. Libres de marcher seules, de parler à des étrangers, de se couvrir ou découvrir, de fumer, de rire, de pleurer, de dormir. » Fin de la citation. La féministe Amal Abdel Hadi, qui est présidente de l'association La Nouvelle Femme, témoigne elle aussi dans une interview donnée à la Fédération internationale des droits de l'homme. Elle dit, je cite, « Les femmes et les hommes étaient sur un pied d'égalité lors des manifestations. C'était une période incroyable en Égypte. Des millions de personnes étaient rassemblées au même endroit, et les femmes n'avaient pas peur. Nous n'avons été témoins d'aucun acte de harcèlement sexuel, par exemple. Il régnait un sentiment de respect total, de soutien total et de solidarité totale envers les femmes. Les femmes, en particulier les plus jeunes, ont dormi pendant des jours sur la place. » Des femmes donc en grand nombre, d'âges divers et de classes sociales différentes, d'appartenances politiques différentes, participent à la révolution. Alors l'autre question que je me posais, c'est y a-t-il une division sexuée des tâches militantes ? Ça n'a pas été forcément facile à voir d'après les lectures que j'ai faites parce qu'il n'y a pas d'études systématiques vraiment de cette question. Donc à chaque fois, c'est une énumération de tâches exécutées par les femmes et donc c'est un peu difficile de savoir est-ce que les hommes les font ou pas. Donc les femmes font les activités classiques des militants, donc elles organisent des rassemblements, elles portent des banderoles, elles crient des slogans, elles font des graffitis sur les murs, elles écrivent des textes politiques, elles relayent des infos. Elles documentent la révolution aussi en filmant ou en prenant des photos. Donc je vous lis le témoignage de Zeynab, donc, qui donne un entretien à une étudiante, Nada Sharif Ali Ramadan. Et donc je cite donc, Zeynab qui raconte ce qu'elle fait pendant une manifestation. « J'étais près d'un jeune homme qui lançait les slogans. Fatigué, il s'est arrêté et tout le monde est devenu silencieux. J'avais mémorisé ce qu'il scandait en l'écoutant. Soudainement, je me suis retrouvée à dire ces mêmes slogans. Et c'est moi qui les lançais. Quand je suis passée par les rues, avec des églises et des mosquées, j'ai chanté à propos de l'unité des musulmans et des chrétiens. Et quand je suis arrivée près des magasins, des échoppes, j'ai lancé des slogans sur comment le gouvernement avait augmenté les prix du sucre et de l'huile. » Fin de la citation. Et donc un exemple de graffiti fait par une femme donc, qui dit non au harcèlement, justement. Et là, interdit de toucher ou la castration t'attend, ça c'est clair. Et là, don't label me, ne m'étiquetez pas, ne me donnez pas une étiquette, ne me réduisez pas, là par exemple au fait de ce que je porte. Voilà. Et donc après, sur des exemples aussi d'autres de tâches, donc des femmes et des hommes se sont aussi portés volontaires pour organiser les cuisines, préparer à manger sur la place, distribuer de la nourriture, de l'eau, des couvertures, des médicaments. Apparemment, il y avait pas mal de femmes qui faisaient ça. Et donc voilà, un exemple d'une femme et entourée donc, de
révolutionnaires, de camarades, qui a de l'eau devant elle donc pour ravitailler en eau. Donc à partir des témoignages disponibles, la seule activité qui paraissait vraiment spécifique, c'est la fouille, parce que donc, sur la place Tahrir, puisque les révolutionnaires craignaient que le gouvernement envoie ces fameux baltaghi, donc les voyous qui sont en civil, donc on ne peut pas les reconnaître, donc ils auraient très bien pu rentrer avec des armes et une fois sur place être violents. Donc il y avait une fouille à l'entrée organisée par les révolutionnaires eux-mêmes sur la place Tahrir, et donc c'est les femmes qui fouillaient les femmes, enfin les hommes fouillaient les hommes. Et voilà, et après, de manière plus anecdotique, il y aurait des femmes âgées qui ont utilisé un peu leur image maternelle pour essayer d'en appeler au bunker, disons, des gardes de la sécurité, en leur rappelant qu'ils sont aussi des enfants de l'Égypte, donc des femmes âgées qui apparemment les embrassaient sur la joue et qui essayaient de leur faire honte du fait qu'ils tiraient sur des concitoyens. Sur la question des enfants de l'Égypte, il y a aussi une universitaire qui s'interroge sur Moubarak considéré comme un père. Ainsi, par exemple, Omar Soleiman, qui est le chef des services des renseignements égyptiens, le 3 février 2011, qui dit « Nous respectons tous Moubarak comme père et comme leader ». Donc cette image du leader comme père de la nation. Et elle a dit finalement, pendant la Révolution, les révolutionnaires se sont affranchis de cette image du père et ils ont construit une nouvelle fraternité, donc un lien beaucoup plus horizontal sur la place Tahrir, donc en se construisant une nouvelle famille aussi. Alors sur la question des revendications spécifiques, pareil, c'était assez difficile à trouver. Globalement, l'impression que ça donne, c'est que pendant vraiment ces 18 jours, les revendications, elles sont globales, elles sont générales. Et comme Nawara Negm le dit, donc une militante et une blogueuse, elle dit « Les femmes arabes bénéficieront de tous leurs droits en tant que citoyennes seulement lorsque chaque citoyen arabe, quel que soit son sexe, bénéficiera de ses droits. » Donc à ce moment-là, en tout cas, plutôt une approche on fait la révolution pour tous, on va bénéficier des droits tous à la fin. Donc c'est vrai que je passe un peu rapidement sur le déroulé vraiment des événements de la révolution. Le bilan est quand même de 864 morts entre le 25 janvier et le 16 février 2011. Et d'après le Centre égyptien pour les droits des femmes, 15 de ces victimes seraient des femmes. Donc on voit que la révolution fait plus de victimes parmi les hommes, mais qu'elle fait aussi des victimes parmi les femmes. C'est pas seulement... elles sont pas... elles sont exposées elles aussi. Donc après la victoire du départ de Moubarak, le pouvoir est aux mains du Conseil suprême des forces armées. Et là, une seconde phase de la révolution commence. Et donc les contestataires cherchent à rester mobilisés, à continuer à vivre sur la place Tahrir, à aller sur la place Tahrir, mais on voit clairement un retour à l'ordre qui va commencer à s'installer et qui est imposé notamment par l'armée. Et ce retour à l'ordre, donc ces tentatives de retour à l'ordre, s'expriment notamment par un retour à l'ordre non seulement politique mais aussi sexué, et notamment vis-à-vis des femmes. Là, je vais revenir sur des attaques physiques en premier lieu. Et je vais revenir sur des événements qui ont été très médiatisés, et donc peut-être sans doute vous en avez déjà entendu parler, mais ça me paraissait intéressant de revenir un petit peu sur le contexte pour redonner un peu leur épaisseur à ces événements. Donc le 8 mars 2011, les femmes vont organiser une marche pour la Journée internationale des droits des femmes. Alors c'est intéressant de rappeler qu'en fait l'Égypte faisait déjà une journée en fait des femmes égyptiennes le 16 mars, donc encore une fois en référence au 16 mars 1919 avec la manifestation des femmes. Et donc à ça s'ajoute cette journée donc internationale le 8 mars. Et donc une marche organisée sur la place Tahrir, et les organisatrices s'attendaient à beaucoup de personnes qui viennent, puisqu'il y avait eu de très grandes manifestations quelques semaines avant, mais seulement environ 200 manifestantes arrivent.
et elles vont être prises à partie par des hommes qui vont globalement les accuser de ne pas être représentatives de la vraie femme égyptienne. Et suite à ça, le 9 mars 2011, l'armée s'attaque au sit-in donc, sur la place Tahrir, arrête de nombreux manifestants et notamment 17 femmes qui vont être détenues au musée égyptien pendant 4 jours et elles sont torturées avec des décharges électriques. Et 7 parmi elles vont devoir passer un test de virginité. Donc on a beaucoup parlé du test de virginité. Il faut rappeler qu'il n'y avait pas que ça, il y a eu aussi la torture des décharges électriques, etc. Une seule de ces femmes porte plainte donc, sur cette question du test de virginité. Elle s'appelle Samira Ibrahim. Et donc elle est née en 86 en Oued, Égypte. C'est la fille d'un opposant de longue date au régime de Moubarak, un opposant islamiste. Et elle bénéficie un peu d'une image de jeune fille, de jeune femme ordinaire, qui va contribuer à sa popularité parmi les révolutionnaires. Donc, malgré le fait qu'elle porte plainte, le médecin est acquitté en mai 2012. Néanmoins, des tests de virginité sont interdits à partir de décembre 2011. Et donc le courage de Samira Ibrahim, parce qu'elle surmonte le fait d'avoir honte de devoir porter plainte pour un test de virginité, mais aussi parce qu'elle va affronter en justice l'armée égyptienne, tout simplement. Donc il faut quand même beaucoup de courage pour ça. Et donc ce courage marque les esprits, et on va le voir sur des images de graffiti encore sur les murs, donc avec ce portrait, avec la légende « Vous ne pouvez pas me briser » et l'autre « Crains-moi, gouvernement », donc avec l'idée de la résistance courageuse de Samira Ibrahim. Donc, parmi les autres attaques médiatisées, celle de décembre 2011, donc après la désignation de Kamal Ganzouri comme Premier ministre par l'armée, et un sit-in de 3 semaines est organisé sur la place Tahrir en signe de protestation, et encore une fois pour demander la fin du régime, la fin du gouvernement militaire. Et l'armée s'attaque très violemment aux protestataires, il y a 17 morts, et à ce moment-là, les militaires frappent une femme qui est déjà tombée à terre, et en la frappant, son abaya, donc l'abaya c'est le manteau noir, s'ouvre, et donc il y a eu une photo prise de cette femme donc, qui est traînée à terre par les militaires et dont on voit le soutien-gorge et le ventre. Et donc une photo choquante, et aussi le fait que ça a été très médiatisé est assez choquant aussi. Et donc en réaction, le 20 décembre 2011, une manifestation de 10 000 femmes est organisée, donc 10 000 femmes qui protestent contre la violence militaire, demandent un état civil et la fin du gouvernement militaire. Par ailleurs, donc, elle aussi, cette femme qui se retrouve en soutien-gorge sous les caméras, va aussi faire l'objet... va devenir aussi une image populaire, et donc là on voit un exemple d'image où de victime, elle reprend le pouvoir et une image plus puissante que l'image qu'on a pu voir en photo. Outre donc ces attaques physiques, on voit aussi une exclusion du processus politique. La première chose, c'est que pas une seule femme est nommée dans ce qu'on a appelé le comité des hommes sages. Donc un comité constitué de 10 membres qui était chargé de proposer des révisions constitutionnelles pour le référendum constitutionnel du 19 mars 2011, donc vraiment tout de suite après le départ de Moubarak. Et d'ailleurs, des organisations de femmes vont lancer une pétition pour questionner un petit peu ces critères de comment vous avez trouvé 10 sages qui sont que des hommes, alors qu'il y a tout à fait des femmes expertes sur ces questions-là, notamment Tahani El-Kebali, qui est la vice-présidente de la Haute Cour constitutionnelle. Par ailleurs, dans les amendements qui sont prévus, qui sont proposés par ce comité, qui seront ratifiés par le référendum du 19 mars,
était au départ proposé la phrase suivante pour l'article 75. Le président de l'Égypte est né de 2 parents égyptiens et il ne peut pas être marié à une femme non égyptienne. Donc, ce qui impliquait que le président soit un homme. Donc les militantes féministes se sont mobilisées et une coalition de 117 groupes de femmes ont appelé à changer la formulation de cet article, ce qui a été fait. Donc elles ont eu gain de cause là-dessus. Et puisqu'elles ont eu gain de cause, la militante Bouteina Kamal, qui est aussi présentatrice d'un talk show à la télé, a alors annoncé qu'elle souhaitait être présidente, souhaitait se présenter au présidentiel. Au final, elle ne va pas pouvoir le faire parce qu'elle n'aura pas les signatures suffisantes pour ce faire, mais ça lui permet d'annoncer ça, puisque la Constitution ouvre la possibilité aux femmes d'être présidentes. Par ailleurs, lors des élections parlementaires, la loi de 2009 qui réservait 64 sièges aux femmes va être abrogée et à la place, on va décider qu'une femme doit figurer sur chacune des listes présentées par chaque parti. Mais donc ça laisse la possibilité, bien sûr, aux partis de positionner les femmes en bas de liste et donc elles ne sont pas élues. Et donc on va passer de 13% de femmes au Parlement en 2010 à 2% en 2012. Et enfin, pour revenir sur les constitutions, donc il y a eu 2 constitutions en Égypte ces derniers temps, donc la constitution de 2012 puis celle de 2014. Dans les 2 processus, il y a très peu de femmes. Donc, alors j'ai lu 6 femmes et 7 femmes, donc je ne sais pas, 6 ou 7, sur 100 membres dans la première assemblée constituante. Et dans celle de la constitution de 2014, 5 femmes sur 50. Bon, la Constitution de 2014 a néanmoins quelques avancées pour les femmes, comme le droit pour les femmes de transmettre la nationalité égyptienne à leurs enfants. Dans l'article 11, l'État s'engage à réaliser l'égalité entre les femmes et les hommes. Il s'engage aussi à prendre les mesures nécessaires pour assurer la représentation appropriée des femmes dans les assemblées représentatives. Mais il n'y a pas de pourcentage. Il y a un pourcentage pour les sièges aux conseils locaux, 25%, mais il n'y a pas un quota sur l'Assemblée représentative. Et l'État s'engage à protéger les femmes de toute forme de violence. Donc ça, c'est quand même... ça interroge un petit peu, sachant donc, la politique très répressive qui a été menée par le gouvernement en place. Et donc, pour rappel, puisque ça fait 1 an depuis hier, lors d'un rassemblement le 24 janvier 2015, qui visait à rendre hommage aux martyrs de la Révolution, la militante socialiste Sheima Sabar a été tuée par un policier alors qu'elle allait déposer des fleurs sur la place Tahrir. Donc encore une fois, cette idée de protéger, et donc de l'État qui va protéger les violences, interroge un petit peu. Et donc pour conclure, on a vu que les femmes sont mobilisées dans les mouvements sociaux et portent des revendications politiques depuis fort longtemps. On a vu que la révolution de 2011 s'inscrit dans la continuité de ces engagements et les transforme aussi par la nouveauté de l'expérience. Bien sûr, c'est une révolution et donc il y a des nouveautés, il y a ce moment de partage où les femmes et les hommes se retrouvent sur la place Tahrir, vont lutter ensemble et donc toutes des nouvelles pratiques, des nouvelles attitudes aussi qui apparaissent avec cette révolution. Et donc, même si le processus de contre-révolution paraît assez massif, néanmoins, on peut reconnaître quand même ces attitudes toujours régnantes et un changement sans doute pour les personnes qui ont vécu la révolution qui va sûrement durer. Et donc je voulais revenir en fait pour finir sur une image plus d'empowerment, d'émancipation, sur les propos d'une jeune militante féministe
qui revient sur cette idée de protection. Donc j'ai parlé du protectorat britannique et de ce choix un peu malheureux de termes. Et donc elle refuse justement de réclamer la protection de la police parce qu'elle prédit que c'est précisément ça le danger. Elle refuse aussi l'idée d'une protection masculine sur les femmes. Et donc elle dit, je vais reprendre ses propos, un propos de la police, « Nous disons que la police est l'oppresseur principal que nous avons à affronter. Et il y a du harcèlement sexuel depuis toujours et la police soutient cela. Nous ne leur demanderons pas de nous protéger car ils ne peuvent pas nous protéger. Nous devons nous protéger nous-mêmes. » Et à propos de la protection, traditionnelle protection masculine sur les femmes, elle dit « Nous n'allons pas suivre les discours sur la protection des femmes. Nous n'allons pas accepter les discours sur l'homme courageux et cette image du révolutionnaire courageux qui protège tout le monde. Non, nous ne voulons pas ça et ce n'est pas représentatif de nous. » Et donc pour finir sur cette idée des femmes qui refusent la protection des hommes et donc qui vont changer un petit peu ces représentations genrées, je vous laisse avec cette illustration où c'est la femme ici qui protège l'homme et qui lui dit « Dans les batailles, je te protégerai ».